Bonjour à tous et bienvenue. Merci de vous être joints à nous aujourd'hui. Je suis Sarah Kanawati et je suis conseillère à Save the Children aux États-Unis. Je serai votre modératrice pour cette session d'utilisation des données pour les campagnes. Petit rappel d'intendance. Utilisez la fonction de questions et réponses pour poser vos questions ou la boîte de chat. La séance va être enregistrée et je vous rappelle que vous pouvez choisir votre langue, le français ou l'anglais. Nous avons différents présentateurs aujourd'hui et notre premier orateur est Elijah Egwu, qui est le chef de programme pour ICT4D, pour les applications de santé, pour CRS. Nous avons aussi Christopher Lourenco, qui est le directeur adjoint pour les populations services international pour le paludisme. Puis nous avons Moïse Hugrenet Abomabo, qui est le chef de surveillance et d'évaluation pour le programme national du contrôle de la maladie, du paludisme. Et puis nous avons Bram Pio, qui est le conseiller en surveillance pour l'Asie, pour les services de population internationale. Merci à nos orateurs de se joindre à nous. Tout d'abord, Elijah Egwu, qui va faire un exposé sur l'intégration de bout à bout des outils numériques. Elijah, merci de vous être joint à nous aujourd'hui. Vous avez la parole. Merci Sarah. Bonjour à tous. Je vais vous faire une présentation du point de vue du Bénin sur l'utilisation des outils numériques et des données dans les campagnes de santé au Bénin. Pour ceux qui sont nouveaux sur ce sujet, nos campagnes de santé sont mises en œuvre dans différents pays et nous organisons des formations pour l'utilisation des outils pour prévenir contre l'automédication et le problème avec le début des années 2020, les gens n'étaient pas très familiarisés avec l'utilisation de ces outils et il fallait aller de maison en maison pour distribuer les informations d'utilisation. Les outils utilisés au sein des communautés maintenant ont changé et maintenant sont des outils numériques qui peuvent être utilisés à partir de tablettes ou de téléphones Android. Au Bénin, depuis 2019, nous avons numérisé une campagne populaire et nous avons numérisé les campagnes pour les moustiquaires et pour les campagnes de prévention. Au travers de ces campagnes, nous voulions recevoir des informations de la part des foyers. Les données qui étaient reçues jusqu'à présent étaient sur papier. Pour le ministère de la Santé devait attendre la fin de la campagne pour obtenir les données et pouvoir prendre des décisions. Et
À un niveau national, il fallait attendre donc la fin de la campagne pour que toutes les données soient collectées pour pouvoir agir. Maintenant, depuis 2019, avec l'utilisation de ces outils numériques, les formulaires étaient les mêmes, bien sûr, mais il faut noter que les données reçues à travers les outils numériques, en fait, étaient accompagnées de davantage de données si la communauté enregistrait le nombre de personnes par foyer sur l'outil numérique. Oui, l'information est la même, mais le téléphone qui était reçu permettait de dater et de localiser les données qui avaient été fournies. Et donc, on recevait davantage des informations plus précises et beaucoup plus de détails avec les outils numériques. Avec une collection manuelle, il y avait besoin d'un temps supplémentaire pour traiter toutes les données, alors qu'à présent, avec ces collectes des mêmes données, elles arrivent en temps réel sur les tableaux de bord des différentes personnes intéressées par les campagnes. L'analyse des données a une nouvelle signification avec le numérique. Vous avez une date, vous savez quelles sont les équipes actives et donc l'interprétation de ces données a été un véritable défi. L'introduction de cet outil numérique au niveau du ministère de la Santé, ils utilisaient les données partagées sur le tableau de bord. Et se retrouvaient avec des indicateurs pertinents et nous pouvions nous concentrer par exemple sur le taux de rétablissement dans les campagnes. Aussi, il y a une question de confiance. On pouvait les données numériques apparaissaient toutes sur le tableau de bord. On pouvait se poser certaines questions. Comment utiliser au mieux ces données pour créer le plus d'impact? À la réception de ces données, vous avez des informations en temps réel et vous avez donc un retour direct des activités sur place. Vous pouvez ainsi examiner les erreurs d'entrée des données
Dans la plupart des cas, l'utilité des données, sur mon écran, je voudrais vous montrer les résultats sur papier. Vous voyez sur la photo. Si vous regardez ce rapport, vous ne pouvez pas vraiment expliquer comment la campagne a été menée. Pour utiliser effectivement ou comprendre effectivement si les objectifs ont été atteints. Ici, vous voyez la couverture d'une campagne locale récente au Bénin. Le ministère de la Santé peut voir en temps réel les chiffres et les résultats. Vous pouvez voir aussi sur la carte les lieux spécifiques de centre de la campagne. Le point en rouge signifie que ce foyer a refusé les traitements préventifs. Ce sont donc des éléments d'information très importants. Sur papier, c'était limité. Au numérique, on voit immédiatement et peut-être on peut s'enquérir pour savoir pourquoi ce foyer a refusé les mesures préventives. Et nous pouvons utiliser l'opportunité pour faire un suivi, pour essayer de comprendre les obstacles. Par exemple, vous pouvez cliquer sur ce tableau de bord et d'organiser des visites de suivi pour ce foyer qui avait refusé les mesures préventives. En conclusion, la transition du papier au numérique, il était important de changer les états d'esprit, de pouvoir utiliser de manière efficace les outils et les résultats des campagnes. On peut voir aussi un changement de perspective. Maintenant, nous avons les données des campagnes qui ne sont efficaces que si on peut, qui sont plus efficaces que ces campagnes qui étaient menées à partir de documents papier. Et je m'arrête ainsi pour laisser la parole à d'autres intervenants. Merci beaucoup, Elijah. Avant de passer à notre deuxième orateur, et je vois qu'il y a davantage de personnes qui se sont jointes à nous, et je voudrais faire quelques petits rappels d'intendance. Veuillez utiliser la fonction questions et réponses ou la boîte de chat pour poser vos questions. Nous voulons que la séance soit interactive et je vois qu'il y a déjà des questions. N'hésitez pas à continuer à nous poser des questions. Comme je l'ai dit au début, la séance est enregistrée et un point très intéressant, vous pouvez choisir votre langue, anglais ou français, pour une interprétation simultanée. Vous pouvez choisir la langue en cliquant sur l'icône interprétation en bas de votre écran. Notre deuxième intervenant est Christopher Lourenco.
Il est le directeur adjoint pour les services contre le paludisme des services de population internationale. Christopher va faire une présentation avec Bram Piot. Bram est un conseiller de surveillance et de surveillance sur le Laos. Il va présenter l'intégration des secteurs privés en réponse aux interventions internationales. Cela permet Il s'agit d'un programme de surveillance qui s'appelle le programme GEMS. Merci Bram et merci à Christopher. Merci, ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Est-ce que vous voyez mon écran? Bien, bonjour encore à tous et ravi d'être parmi vous. Comme Sarah l'a dit, nous allons couvrir une perspective du travail qui a été effectué sur le projet GEMS, un projet qui couvre, qui signifie générer et intégrer le signalement et la réponse au cas du secteur privé dans les systèmes nationaux de la sous-région du Grand Mékong. Et nous allons vous partager avec vous les leçons que nous avons apprises, où nous en sommes et ce qui pourrait être appliqué à d'autres projets. Tout d'abord, un rappel sur GEMS. Et puis, je vais passer entrer plus en détail aux outils numériques avec les défis, les obstacles que nous avons rencontrés. Et bien sûr, je vous passerai en revue les leçons apprises. GEMS, c'est la transition de la supervision du réseau du secteur privé vers les NMP du Cambodge, de la RDP Laos, du Myanmar et du Vietnam pour l'intégration dans les stratégies et les structures de gestion nationale du paludisme. Le point clé est de rappeler à tout le monde que ce projet a duré sur de nombreuses années. Il a fallu construire des politiques, des relations avec les partenaires, les NMCP et puis d'autres fournisseurs. Et puis à droite, vous voyez la structure de soutien que nous avions mise en place pour la gestion, l'orientation, la formation, le suivi permanent, l'assurance qualité, et puis bien sûr les signalements de cas. Bien sûr, cela ne se passe pas du jour au lendemain, c'est un long processus. Cette diapo vous montre que nous sommes en pleine transition du réseau GEMS vers du secteur privé vers le gouvernement. Le programme au Cambodge s'est terminé en 2021. Sachant que le secteur privé a changé au Cambodge, au Laos, nous avions 227 fournisseurs qui sont passés vers le gouvernement. Ici, il est question de vous rappeler que nous avons des fournisseurs qui sont désassociés, certains sont arrêtés et nous pouvons montrer aussi que nous pouvons être très tactiques au niveau de nos choix de nos partenaires. Et avec le bon soutien, nous voyons que pour le cas du paludisme, les cas diminuent et nous pouvons être très précis dans le soutien que nous apportons. Ici, vous avez les résultats en vous montrant les pourcentages des cas testés avec les fournisseurs privés et les cas confirmés. Un bon exemple, au Vietnam, nous voyons un nombre
1,2% pour 1 million de cas testés. Et juste avec ce pourcent que nous soutenons, nous pouvions capturer environ 9% de la proportion des cas positifs. Ceci montre bien que nous avions choisi les bons fournisseurs pour notre soutien. Quelques points forts régionaux. Nous avions aussi la gestion des cas en incluant le secteur privé. Et ça, c'est quelque chose que Bram pourra aborder un peu plus tard. Hein. Mais c'est le soutien à l'intégration du secteur privé dans les rapports nationaux. Et bien sûr, le DHIS2 n'était pas si facile, mais nous, au Myanmar, le taux de déclaration dans les cliniques a baissé, bien sûr à cause de la Covid et de l'instabilité politique. Au Vietnam, nous sommes en transition de la gestion du réseau du secteur privé au programme national et au SR du GF en décembre 2021. Cambodge et Vietnam, nous avons élaboré et diffusé des boîtes à outils pour l'engagement du secteur privé et nous continuons cette année avec les fournisseurs James qui passent au programme national dans Laos et aux sous-bénéficiaires du Fonds national du Myanmar. L'évaluation des modèles du secteur privé au Laos permettra de finaliser le plan national en mise en œuvre du secteur privé. Pour le Vietnam, nous pouvons aider le gouvernement et les fournisseurs NIMPE et GF. Nous l'avons mentionné déjà, nous dirigeons vers des outils beaucoup plus numériques. Merci Chris, j'espère que vous pouvez bien m'entendre. Je voudrais souligner, approfondir notre parcours pour développer l'application des mobiles personnalisés à des solutions numériques. Ça a été un itinéraire, un véritable itinéraire. Nous sommes passés de cette application mobile personnalisée avec une connexion directe et pour une intégration totale dans les systèmes total. Lorsque nous avons démarré avec ces outils interactifs, avec les applis de surveillance qui étaient utilisés au Cambodge, le programme, les efforts étaient importants de formation, de mise en œuvre. C'était assez complexe et la maintenance en général était difficile. Nous sommes passés donc à DHIS2 et nous avons développé une appli personnalisée, comme vous voyez à l'écran avec l'image du milieu. L'outil était beaucoup plus convivial, il était évolutif, mais il y avait quelques défis dans l'utilisation, la facilité de l'utiliser, le soutien technique, la mise à jour des applications, etc. Et plus récemment, nous sommes passés maintenant à une solution numérique beaucoup plus centrée sur l'utilisateur. Des outils plus faciles à utiliser, plus intuitifs, avec l'utilisation des médias sociaux pour développer des signalements en utilisant la technologie, les outils qu'ils ont en main déjà et qu'ils connaissent. Et cela a prouvé être remporté un succès car cela permet de éviter les obstacles que nous avions rencontrés auparavant avec d'autres outils moins conviviaux. À l'heure actuelle, nous utilisons ce réseau
dans les pharmacies et les cliniques, hein, qui rapportent qui signalent les cas individuels avec les points clés de signalement pour la surveillance grâce à ce chatbot. Et cela alimente DHI2 S2. Et même si nous continuons à utiliser les serveurs et que nous utilisons des push, nous avons aussi des rapports qui sont connectés à l'application. Initialement sur Facebook Messenger, pour le Laos et le Myanmar, et Zalo au Vietnam. Nous avons étendu à WhatsApp au Laos et Viber au Myanmar en 2021. Peut-être certains utilisateurs préfèrent WhatsApp que Facebook. Et au Myanmar, la situation était un peu différente puisqu'il y avait une prise de pouvoir par les militaires. Nous avons aussi inclus des rappels automatiques et aussi, très important, des signalements automatiques pour les autorités locales qui seront reçus par SMS, WhatsApp ou email afin de favoriser l'investigation des cas et une réponse rapide. Et dans le cadre de l'élimination, la réaction doit être très rapide. Et puis finalement, nous avons vu également comment ces outils permettent une communication à double sens. Les plateformes de médias sociaux sont également utilisées pour transmettre des messages aux prestataires. Je pourrais en parler davantage, mais je pense que je passe la parole à nouveau à Chris. Merci beaucoup. Je vois déjà que nous recevons des questions. Donc, vous aurez l'opportunité, en fait, de donner davantage de détails par rapport à cela. Alors, juste pour parler un peu des réalités dans cet environnement complexe d'élimination. Alors, bien sûr, nous avons l'espoir de pouvoir transitionner vers un contexte plus hybride et nous allons bien sûr parler de certains de ces défis. Alors, l'un des points que j'ai soulevé tout à l'heure, c'était par rapport justement à cet engagement précoce. Le succès de ce projet est basé sur une fondation créée par des partenaires qui, très tôt, ont pris contact avec des acteurs du secteur privé. Et donc, en tant que réseau, les réseaux du secteur privé sont souvent très vastes et complexes. Ça peut donc être difficile. Ça peut inclure une pharmacie, secteur informel. Donc, cet engagement précoce est très important pour pouvoir construire la confiance. Il faut donc voir ce qui fait sens dans vos contextes respectifs. Il faut donc identifier les parties prenantes clés et ça, c'est important. D'obtenir aussi leur adhésion, bien sûr. Et en fait, c'est important donc, comme je le disais, de développer ces relations, d'apprendre et de mettre sur pied et de renforcer ces relations au fil du temps. Et ensuite, maintenir ces points de données, de collecte des données. Il faut réfléchir aux différents fournisseurs qu'on pourrait cibler qui ont à faire face à ces charges, à ces difficultés liées au paludisme et essayer de ne pas avoir ou essayer d'établir une relation trop vaste avec toutes les parties prenantes. Ensuite, c'est important aussi de mettre sur pied ce programme de soutien global. Il faut être sûr, bien sûr, que ce programme sera mis sur pied, mais cela nécessite un financement ainsi que différents mécanismes pour y parvenir. Cela implique donc différentes parties prenantes et ensuite, au fur et à mesure que la supervision est renforcée, ce soutien financier sera nécessaire de façon continuelle afin de garantir
garantir une transition stable et je suis très reconnaissant envers le financement de la Fondation Gates. Encore 4 ans, donc, d'une planification de transition durable. Cette phase GEMS de transition est importante. Il faut la faire de façon vraiment qui soit sans heurts. Et donc, 75% des fournisseurs sont prêts à continuer à signaler au système de surveillance du gouvernement après la fin du projet. Et donc, cela fait en sorte que nous voyons aussi ici des motivateurs qui ne sont pas d'ordre financier. Alors ensuite, les 2 derniers points, il suffit de réfléchir, par exemple, comme on l'a mentionné tout à l'heure, l'établissement de priorité, c'est-à-dire les points de départ des points de soins. Il faut comprendre les préférences de ceux qui sont les plus à risque, quels sont les services qu'ils recherchent. Et ensuite, les informer par rapport au type de fournisseurs avec lesquels ils peuvent prendre contact. On encourage bien sûr les fournisseurs qui sont déjà accrédités et reconnus par le gouvernement et essayer de penser comment et où vous pouvez commencer et ensuite mettre sur pied une approche logique. Et comme je l'ai mentionné, cela implique bien sûr beaucoup de capitalisation sur les technologies mobiles. On veut bien sûr commencer là où il y a une forte couverture de technologies mobiles et ensuite on pourra utiliser ces réseaux sociaux, ces applis, ces SMS, ces applis donc de smartphone. Ce n'est pas le cas bien sûr dans tous les contextes et donc il faut voir où est-ce que cela fait plus sens. Ensuite, cela peut apporter une charge double, c'est-à-dire papier et électronique au fur et à mesure que nous avons cette transition. Donc, le signalement des cas, on va dire, qui se fait chevauchement ou en doublon. Et comme on a mentionné aussi l'utilisation des chatbots, on a aimé ça parce que cela nous a aidé à minimiser les efforts nécessaires pour installer, pour former, pour mettre à jour, pour gérer certaines applis individuelles. Et bien sûr, on pourra entrer dans les détails pendant la phase de discussion. Alors, je vais m'arrêter là et donc, merci beaucoup pour votre temps et je vais passer la parole à Sarah. Merci beaucoup, Christopher et Bram. Excellente présentation. Alors, jusqu'à maintenant, nous avons entendu parler de 2 études de cas et maintenant, nous allons avoir une conversation sur la manière dont les outils des technologies de communication et d'information sont appliqués au niveau des différents cycles de projets, au niveau des différents niveau de maturité de projet. Donc, vous avez des questions, on les reçoit déjà dans la messagerie. N'oubliez pas et n'arrêtez pas de les poser. Et il y a le bouton en bas sur votre écran Zoom, en bas à droite, si vous désirez écouter d'autres discussions, ces discussions-ci en français. Alors, pour cette discussion, donc, il y a les intervenants qui nous accompagnent. Il y a déjà Christopher et Bram. Et nous avons avec nous Moïse. Moïse Hugrené Abomabo. Moïse est le chef ou le directeur de l'unité d'évaluation et de suivi dans le cadre du programme de contrôle national du paludisme au Cameroun. Merci Moïse d'être présent avec nous aujourd'hui. Alors, nous avons quelques questions déjà. La première étant, bonjour. La première question étant pour Elijah, et cette question est la suivante. Quelles sont les technologies qui ont été utilisées pendant le processus pour le recueil des données, ainsi que pour d'autres aspects de la campagne? Merci beaucoup pour cette question. Je vais essayer de répondre à cela dans la messagerie. Alors, en ce qui concerne les données, pour le recueil des données, nous avons utilisé la plateforme Reduce, mais pour l'analyse des données et la visualisation, nous avons utilisé HBase Esri et ODI. Voilà. Merci. Merci. Deuxième question, dirigée à Chris et Bram.
de la part de Abraham. Quel outil avez-vous utilisé pour enregistrer les cas dans ces pays? Merci. Et je peux répondre à cette question. Alors, nous avons utilisé l'outil chatbot. C'est une combinaison qui implique donc la plateforme réseaux sociaux avec des moteurs intermédiaires chatbot. Et maintenant, on passe à un système qui s'appelle Rapid Pro, qui est lié étroitement à l'UNICEF. Et donc, il s'agit de notre bot de global, mondial, public. Il y a certaines préoccupations que j'ai vues dans la messagerie concernant le besoin de recourir à des outils qui sont certifiés. Et ensuite, en dernier lieu, DHS, l'outil DHS qui est en fait l'entrepôt en quelque sorte des données. Donc, on a ici les tableaux de bord qui sont intégrés dans ces plateformes et on reçoit les données à travers ces chatbots. Donc, il s'agit d'une combinaison de différentes technologies, mais dans la mesure du possible, nous avons recours à des outils open source et des outils gratuits et des outils ouverts. Merci beaucoup. Prochaine question pour Elijah, de la part de Marsha. Au niveau des dernières campagnes que vous avez mises en œuvre, avez-vous vu des applis d'intégration pour une collecte de données, pour un recueil des données numériques? Merci. Je pense que cette question est une question importante. Apparemment, nous avons développé un nouveau logiciel en collaboration avec ce logiciel donc de gestion de la campagne sanitaire. Cet outil permet la mise en œuvre d'une campagne intégrée avec laquelle que vous pouvez utiliser sur des populations, les bases de données à travers différentes campagnes. Et donc, cela implique que vous n'avez pas besoin d'avoir une application différente pour mettre en œuvre une différente campagne. Donc, cela implique, en fait, que vous pouvez mettre en œuvre, par exemple, une campagne de lutte contre le paludisme ou une autre campagne en recourant à la même application. Tout ce qu'il faut faire, c'est d'ajouter les données pertinentes qui devront être reçues à travers chacune des campagnes. Encore plus important, c'est le fait que vous n'avez pas besoin d'avoir une énumération des ménages au niveau des différentes campagnes. Vous pouvez utiliser les données disponibles sur la population issues de la première campagne et mettre à jour donc les informations concernant les ménages au niveau donc des différentes campagnes. J'espère que cela vous a fourni des informations pertinentes et ça me ferait plaisir de vous en dire davantage par rapport à la manière dont cette plateforme est utilisée et comment ça fonctionne. Merci. Merci beaucoup. Nous avons une question de Moïse. Moïse, une question pour Moïse. Quelle est votre expérience par rapport à la transition du recueil des données pour développer des rapports, des signalements? Et comment est-ce que vous réduisez le calendrier lorsque les données sont générées jusqu'au moment où vous agissez sur la base de ces données? Ok, merci de la question. Au Cameroun, nous avons implémenté une transition digitale pour la collecte des données des campagnes, notamment la campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier, où nous sommes partis des formulaires de saisie des données dans Excel. Nous avons adopté un outil automatisé du ministère de la Santé publique, à savoir le DHIS2, pour la saisie en ligne des données issues de la mise en œuvre sur le terrain. Et donc, avec le DHIS2, où les données sont saisies en ligne,
on a cet avantage d'avoir en quasi temps réel les données des mises en œuvre, parce que la synchronisation des données dans le serveur se fait à un délai de maximum 24 heures. Donc, avec cela, avant la mise en œuvre, avant le départ des superviseurs sur le terrain, on peut avoir déjà la situation de la mise en œuvre de la veille qui permet donc aux acteurs de pouvoir améliorer les compétences et bien la couverture des neiges. Donc, vraiment, avec cette approche, on a relativement raccourci les délais entre la collecte des données sur le terrain et l'analyse, parce que la DHIS2 a cet avantage d'être un outil qui intègre la saisie des données, mais également la possibilité de générer des tableaux de bord qui peuvent donc être consultés régulièrement par les acteurs et permettre d'améliorer la mise en œuvre. Autre avantage également avec ça, c'est que certains contrôles de qualité de données pour la validation sont automatiquement intégrés et peuvent être paramétrés de telle sorte qu'au moment de la saisie des données, on puisse détecter les problèmes de qualité qui peuvent également être corrigés séance tenante pour que les données utilisées soient de qualité pour prendre les bonnes décisions. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport à cela. Et actuellement, nous sommes en train d'implémenter la collecte automatique des données de la campagne d'édition des moustiquaires. Nous le faisons depuis l'année 2019. Et je crois que les résultats sont assez bons et les délais pour la production des rapports sont passés de 1 mois ou 2 mois par le passé à déjà maximum une semaine, car une semaine après la campagne, on parvient à obtenir déjà le maximum de données pour pouvoir faire le rapport général. À vous. Merci beaucoup Moïse pour cela. Alors, prochaine question, dirigée à Chris ou Bram. Il y a 2 questions. La première étant la suivante. Quelle est la proportion des fournisseurs privés qui participent? Deuxième question de Nora. Comment garantissez-vous la confidentialité des données, particulièrement lorsque vous utilisez les chatbots ou d'autres applis de messagerie qui sont souvent utilisés? Eh bien, Bram, je vous enverrai cette question, mais je peux juste commencer en disant que le nombre de fournisseurs diffère d'un pays à l'autre. Et vous avez mentionné tout à l'heure que c'était stratégiquement sélectionné sur la base de la charge et la facilité d'utilisation, la préférence aussi de la communauté. Donc, c'était en fait des fournisseurs ciblés. Et ce qu'on a constaté, c'est que même si c'était par exemple, juste 1% des fournisseurs du réseau, eh bien, ils étaient responsables pour une plus grande partie de tests et de cas pour montrer que, eh bien, nous avons travaillé fort pour ce fournisseur qui ont une charge élevée ou un impact élevé dans le contexte de paludisme et de sa transmission. Mais Bram vous donnera davantage de détails à ce sujet. Vous avez raison, Chris. Je vais peut-être me concentrer plutôt sur la question en ce qui concerne la confidentialité des données et la protection des données, parce qu'il s'agit effectivement d'une question importante. C'est un aspect important et ce n'est pas toujours facile de répondre justement à cette question lorsque nous avons recours à ces plateformes, ces réseaux sociaux énormes tels que Facebook. Même si on s'attend à ce que les données soient cryptées, eh bien, ce n'est pas toujours transparent. Leurs politiques ne sont pas toujours transparentes, ni la manière dont seront gérées ou traitées les données. Afin que nous puissions atténuer ces risques, les risques associés à la fuite de données, par exemple, ou brèche atteinte à la confidentialité des données, eh bien, en fait, nous recueillons les données qui sont strictement nécessaires. Ça peut inclure donc le nom du patient, le village de résidence, rien d'autre, pas de numéro de téléphone, pas d'autres détails
Si ces données seraient nécessaires, eh bien, cela demeure auprès du fournisseur sur papier. S'il y a, par exemple, des enquêtes effectuées par les autorités locales en conjonction avec la pharmacie ou la clinique où le cas a été initialement détecté, il s'agit d'un mécanisme pour pouvoir référer aussi la personne, le patient, à l'hôpital le plus près si cette personne doit bénéficier d'un suivi ou de traitement. Alors, évidemment, nous faisons cela, bien sûr, avec l'accord éclairé du patient, du bénéficiaire. Les fournisseurs sont formés à ce sujet. Les données sont accessibles seulement à ceux qui nécessitent cet accès. Les fournisseurs doivent authentifier cela. Ce n'est pas juste n'importe qui peut se connecter à ce chatbot qui s'inscrit. En fait, il faut authentifier ce profil et on compare le profil du fournisseur au DHIS dans le système. Et évidemment, l'utilisateur final, au niveau, que ce soit au niveau du district, de la province, au niveau national, on s'assure qu'on limite l'accès à ces données. Mais ce qui est le plus important, c'est de limiter justement les informations identifiables personnelles que nous allons recueillir. Merci beaucoup. Merci, Bram et Chris. Alors, nous avons une question pour Elijah. Comment est-ce que vous faites le suivi avec un ménage, avec un foyer qui, par exemple, ont refusé le service? Eh bien, merci. J'ai commencé à répondre à cette question dans la messagerie, mais je peux répondre oralement. Nous avons un protocole en place qui recourt, par exemple, qui prévoit des clauses en cas de refus, l'absentéisme notamment, ou alors la population éligible au sein d'un ménage donné. Dans les cas de refus, le protocole explique les étapes qui doivent être entreprises par l'équipe de plaidoyer. Tout d'abord, prendre contact avec les administrateurs de santé afin d'essayer de comprendre si il s'agit de questions culturelles, contextuelles, qui expliquent le refus. Sur la base de cette discussion avec les administrateurs de santé au niveau districtal, eh bien, ensuite, nous allons organiser une visite dans le ménage en question pour parler avec eux et s'ils refusent toujours l'intervention, on verra, mais dans la plupart du temps, on passe du temps, on leur explique les bénéfices au niveau de la santé de cette intervention, on leur explique l'utilité, on leur explique comment est-ce que cela peut leur permettre d'éviter la maladie, leur permettre de rester en santé. Et dans la plupart des cas, une fois que cette discussion est terminée, les membres du ménage ou du foyer sont donc convaincus de recevoir cette aide. S'ils refusent de prendre des médicaments, l'équipe de plaidoyer essaie de voir et de s'assurer que ce foyer ne contribue pas à infecter d'autres personnes au sein de la population. Donc, pour l'instant, c'est l'approche que nous avons adoptée. Voilà. Merci beaucoup. C'est fantastique. Alors, prochaine question, dirigée à Moïse. Lorsque vous faites référence à un outil ou à une série d'outils, est-ce qu'il y a la préférence de travailler, par exemple, un fournisseur? Quels sont, en fait, les avantages et les inconvénients? Oui, merci pour la question. En fait, pour l'expérience que nous avons, à part mon point de vue, il serait souhaitable, nous préférons mieux travailler avec les capacités internes, donc pour pouvoir renforcer les capacités locales afin d'assurer bien sûr la pérennisation, parce qu'il faut que les compétences qui sont développées ailleurs soient mises à profit pour le pays, également qu'on puisse développer au niveau local des expertises pour pouvoir digitaliser un certain nombre d'activités
et ne pas toujours se référer à un vendeur ou bien à une structure, un fournisseur externe. Déjà, en termes d'avantages, c'est déjà moins coûteux parce que les coûts additionnels en termes de maintenance sont réduits lorsqu'on a développé des capacités locales. Et puis, les solutions sont adaptées au contexte local parce que nous maîtrisons davantage les besoins qui sont inhérents à chaque situation et bien à la situation locale. Et ça garantit la pérennisation, comme je l'ai dit précédemment. Et puis, il y a une bonne maîtrise également des objectifs du programme pour pouvoir adapter à la solution qui est utilisée. C'est vrai qu'en termes d'inconvénients, nous avons déjà la prise en main complète qui n'est pas toujours effective parce que si c'est une application qui est développée à l'extérieur, il y a toujours un certain nombre d'éléments qui ne sont pas tellement maîtrisés par l'équipe locale et qui nécessitent un certain nombre de solutions extérieures. Donc, et puis, ainsi des lenteurs que ça engendre dans la maintenance parce que le temps d'appropriation est également long et il faudra un certain temps pour pouvoir assurer la maintenance du système. Par contre, l'utilisation d'un fournisseur externe est davantage garantit bien sûr la technicité et facilite également la maintenance, mais généralement est un peu plus coûteux et puis ne prend difficilement en compte les réalités locales et s'adapte plus lentement par rapport aux ajustements qui sont faits au niveau du programme. Donc, pour ma part, il serait de bon ton de renforcer davantage les capacités internes pour pouvoir prendre en main la digitalisation de ce nombre de choses dans la mise en œuvre des campagnes. À vous. Merci beaucoup, Moïse. Prochaine question pour Chris ou pour Bram, de la part de Percy. Quels sont les problèmes au niveau de la sécurité des données auxquels vous faites face? Quelle est la structure de l'appropriation des données ou de la propriété des données lorsque vous utilisez ces plateformes? Et en fait, c'est deux questions en une. Oui, pas de problème, pas de problème. Alors, oui, c'est une question délicate. C'est important, bien sûr. Nous n'avons pas de problème au niveau de la sécurité des données. Jusqu'à maintenant, du moins, nous n'en avons pas encore eu, donc je ne peux pas parler d'expérience propre. Mais, bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous nous trouvons dans une situation assez particulière. Au Myanmar, le gouvernement a bloqué l'accès à certaines plateformes, certains réseaux sociaux, y compris Facebook, ou alors il décourage les utilisateurs carrément d'accéder à ces réseaux sociaux. Et donc, ça rebondit justement à la question précédente en ce qui concerne la confidentialité des données. En ce qui concerne les modèles de propriété des données, c'est là où nous travaillons étroitement avec les ministères de la Santé. Et comme je l'ai mentionné aussi tout à l'heure, même si maintenant la plupart de ces données viennent à travers les instances des HIS, et sont soit partagés de manière automatique ou sous forme de signalement au ministère de la Santé. Nous incorporons ces systèmes et nous travaillons maintenant pour transmettre la gestion de ces réseaux du secteur privé parce qu'ils sont très importants. Chaque cas doit être détecté et on doit prendre en charge chacun des cas. Mais c'est important, bien sûr, de répondre à cette question de l'appropriation de la propriété des technologies. Il y a des avantages évidents, comme Moïse l'a dit, à l'utilisation d'outils open source. Les ministères de la Santé peuvent gérer cela eux-mêmes, renforcer leurs capacités. C'est un processus, bien sûr, qui prend du temps, mais au final, cela va garantir qu'ils seront en fait propriétaires non seulement des données, mais des systèmes. Cela renforce la capacité interne, notamment de s'élargir. Et si le chatbot décide, par exemple, qu'ils veulent utiliser cela pour recueillir des données, des points de données additionnels ou de l'étendre à d'autres canaux, que ce soit au niveau communautaire ou alors au secteur public, afin de pouvoir donner davantage d'options aux utilisateurs finaux. Donc, ils ont le choix entre différents outils et ils peuvent passer directement du papier à ces solutions individualisées, personnalisées, telles que DHIS et les applis Android, par exemple.
Juste une réponse rapide parce que je pense que Bram l'a très bien expliqué. L'exemple du Myanmar a été justement crucial. Cela a montré à quel point les choses peuvent changer au fil du temps et ce n'est pas une approche d'une taille unique pour tous. Et on a pu voir aussi que les choses changent effectivement au fil du temps, notamment avec MOH, avec les utilisateurs. Et on a, je pense, juste essayé d'atteindre un équilibre, de trouver un équilibre entre ce qui est apprécié et ce qui est préféré par les utilisateurs et aussi ce qui fait sens pour le système national et essayer de trouver le juste milieu. Ce n'est pas toujours facile. Cela a pris des années d'implication et de travail étroitement avec ces systèmes, ces unités de système de gestion d'information pour qu'on puisse faire que cela se fasse du mieux possible. Il y a un système de transition. Bram aussi, je pense qu'il s'agit d'un processus qui s'est étalé sur 8 ans entre cette phase de transition et la mise en œuvre. Donc, effectivement, c'est un processus assez long. Mais maintenant, on voit cette intégration, cette appropriation de la part des gouvernements et nous sommes très satisfaits de cette transition. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bram et Christopher pour vos réponses très approfondies. Alors, nous n'avons plus de temps. Nous arrivons donc à la fin de cette séance. Il y a tellement de questions intéressantes dans la messagerie. Si vous avez des questions urgentes auxquelles nous n'avons pas répondu aujourd'hui, n'hésitez surtout pas de contacter les panélistes directement ou les organisateurs de cette conférence. On veut s'assurer que vos questions trouveront réponse. Alors, j'aimerais juste vous remercier de vous être joints à nous pour cette séance et à titre de rappel, n'oubliez pas de remplir le sondage de retour d'impression concernant cette session. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre session et nous allons maintenant poursuivre cette journée avec les autres sessions de cette conférence. Merci beaucoup. On apprécie beaucoup votre présence. Vous posez des questions tellement intéressantes et merci beaucoup aux intervenants aussi pour vos présentations intéressantes. Merci Moïse aussi d'avoir rejoint cette session. Merci beaucoup.